Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages en région et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des ondes radios. Nous sommes donc ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, Emmanuel Macron annoncera dans les prochaines semaines des mesures pour lutter contre le communautarisme. C'est ce qu'il dit à nos confrères de RTL, le chef de l'État qui rencontre ce matin les représentants du Conseil français du culte musulman. On en parle avec le sénateur centriste de la Seine-Saint-Denis, Vincent Capo-Canellas, il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, nous retournons en Seine-Maritime, un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. Où en est-on? C'est ce que vous verrez. Et enfin, le Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu, au menu notamment la Corse qui vise l'autonomie énergétique d'ici 2050. Mais avant cela, voici les autres informations de ce lundi 28 octobre. La mort du chef de l'État islamique Abou Bakr al-Baghdadi, elle a été annoncée hier par Donald Trump. Pour Emmanuel Macron, c'est un coup dur porté contre Daesh, mais ce n'est qu'une étape. Le chef de l'État, pour qui la défaite définitive du groupe État islamique est la priorité de la France. Et puis Christophe Castaner alerte les forces de l'ordre sur d'éventuels actes de vengeance. Il les appelle à la plus extrême vigilance. Trafic ferroviaire toujours perturbé. Aujourd'hui, seulement 3 trains sur 10 seront en circulation sur la ligne TGV Atlantique. À l'origine de ces perturbations, une grève d'agents spécialisés dans la maintenance de ces rames au Technicentre de Châtillon. Avec le sénateur du jour, il est élu de Seine-Saint-Denis, siège dans le groupe centriste et questeur du Sénat. Bonjour Vincent Capo-Canellas. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avant de vous entendre sur cette actualité chargée, on va écouter le président de la République. Il s'exprimait ce matin chez nos confrères de RTL. Il s'exprimait sur la question de la lutte contre le communautarisme. On l'écoute. Ce que j'ai demandé au gouvernement et que j'annoncerai dans les prochaines semaines, parce que c'est là ma priorité, c'est véritablement en éducation, la santé, le travail, les différents services, le public, de mettre tout en place pour lutter contre ce communautarisme. Ce qui veut dire avoir des mesures d'interdiction, ce qui veut dire dissoudre parfois certaines associations encore davantage, ce qui veut dire interdire certaines pratiques qui se sont installées et qui ne sont pas conformes aux lois de la République, mais ça veut dire là être intraitable avec les lois de la République. Et puis enfin, il y a la question de l'islam, d'une religion. Je m'apprête à voir les représentants du Conseil français du culte musulman. Je vais continuer ce travail, mais il doit être d'abord fait à bas bruit, parce qu'on a souvent échoué, mais qui est de voir comment nos concitoyens, dont la religion est l'islam, peuvent vivre tranquillement leur religion en respectant absolument toutes les lois de la République. Vincent Capo-Canellas, on entend Emmanuel Macron dire qu'il annoncera dans les prochaines semaines des mesures de lutte contre le communautarisme. Pour vous, quelles doivent être ces mesures? Quelle doit être la priorité? Je pense que le président d'abord a raison de réaffirmer qu'il faut prendre ces sujets globalement. On est dans un contexte qui est tendu, qui est difficile, et il n'y a pas que l'actualité du voile. Il y a un sujet global qui est comment on lutte contre la radicalisation et comment on fait que la France reste une république laïque qui aussi fait société ensemble, où chacun adhère à des valeurs qui sont les valeurs de la République, avec une histoire, avec des traditions, avec le respect de la femme, et ça fait partie de notre corpus. Et donc la réalité, c'est que le communautarisme est un mal que nous devons combattre, et si le président de la République décide d'une vision d'ensemble, j'en suis d'accord, il y a des mesures à prendre au niveau du culte musulman, d'organisation de ce culte-là, et le dialogue est la bonne solution. Si le président reçoit ce matin les représentants du Conseil français du culte musulman, je crois que c'est une bonne chose. Nous ne devons pas jeter la pierre à l'ensemble de la communauté musulmane. La très grande majorité des musulmans veut vivre en France avec les valeurs de la République. Il y a une infime minorité qui pose problème, qui pose question. Il peut y avoir des sujets sur la gestion du culte musulman, et là, il faut les aborder avec une infinie prudence. Nous sommes la République, nous ne devons pas interférer dans la gestion des cultes, mais on voit tous qu'un certain nombre d'imams posent question, posent problème, et qu'ensuite, dans les services publics, dans la société en général, encore une fois, le respect de la femme est un élément majeur. On ne peut plus admettre que dans certains établissements, dans certains bars, dans certaines rues, les femmes soient montrées du doigt, subissent des insultes, parce que simplement, elles sont vêtues comme une femme européenne l'est aujourd'hui. Voilà. Et ça fait partie des choses que nous devons réaffirmer. Rappeler aussi que dans l'école, l'enseignant
est sacré et que l'autorité de l'enseignant est une chose qui compte. Voilà quelques exemples et il nous faut sereinement, sans être trop démonstratif aussi, sans vouloir faire des lois d'affichage, il nous faut conduire une réflexion et des mesures concrètes sur un sujet qui est par essence difficile mais qui a trop longtemps été laissé de côté. Vous parlez de loi d'affichage. Quelles lois pour vous sont des lois d'affichage? On sait qu'il y a des lois qui vont être examinées, notamment une demain sur l'interdiction des accompagnants voilés pendant les sorties scolaires, une autre sur l'interdiction des listes communautaristes de Bruno Retailleau. C'est des lois d'affichage, ça, pour vous? Nous aurons le débat au Sénat et il faut que le Sénat aborde ces questions-là comme il sait le faire, c'est-à-dire avec sa tradition qui est celle de défense des libertés. Le président Larcher hier a fixé un cadre. Il a rappelé que, quelque part, même si on peut parfois être choqué de voir des femmes voilées, ça fait partie des libertés de se vêtir dans l'espace public. Et donc il faut que le Sénat réaffirme cela. En même temps, donc, sur la PPL, la proposition de loi de demain sur l'interdiction des Je suis plus sur la ligne Larcher que sur la ligne Retailleau, pour dire les choses très clairement. On verra ce que va faire le groupe Union Centriste sur ce texte-là. Mais je crains que ça ne soit une loi de circonstance bâtie un petit peu à la va-vite. Et ce que nous souhaitons, c'est aborder l'ensemble de la problématique. En fait, cette loi, c'est presque trop peu et trop à la fois. Et il faut une démarche construite de fermeté, mais aussi de dialogue. Ne pas tout stigmatiser sur la question du voile pour les sorties d'école, qui n'est qu'un élément du problème. Et il faut surtout le faire dans la sérénité et dans le dialogue avec nos compatriotes musulmans. Donc c'est-à-dire que demain, vous ne voterez pas forcément la loi? Vous savez déjà ce que vous faites? À ce stade, je n'envisage pas de la voter telle qu'elle est. Et je trouve qu'il y a une maladresse à poser ce genre de débat au moment où le Front National l'a mis à l'agenda politique de cette manière-là. Voilà, la société française gagnerait à aborder ces questions autrement que sous forme de coup politique. Donc pour vous, ça c'est une loi d'affichage, une loi de circonstance demain? Nous verrons le débat et nous verrons ce qui en sortira. Le Sénat a toujours su aborder ces questions avec sérénité, rappelant des principes, étant intransigeant sur un certain nombre de valeurs, mais il doit le faire sans être dans la polémique politicienne comme à l'Assemblée nationale. On n'est pas là pour faire des coups, on est là pour être législateur et traiter des sujets de fond, société. Tout ceci touche à l'intime, touche au choix de chacun, et il faut le faire avec une infinie prudence, mais fermeté. Sur l'autre loi, celle de Bruno Retailleau, puisque vous en parliez, l'interdiction des listes communautaristes aux élections, là vous êtes pour, vous êtes contre? C'est une question qu'il faut regarder là aussi sous l'angle malheureusement juridique. Évidemment, sur le principe, on n'est pas favorable à des listes communautaires. Mais il y a des questions qui se posent, qui sont d'ordre constitutionnel là-dessus. Le ministre Castaner a annoncé une vigilance des préfets. Je ne suis pas sûr que cela suffise, mais ce que nous cherchons, c'est la manière qui pourrait permettre d'atteindre la cible, c'est-à-dire de faire que la société française ne se fragmente pas et qu'il n'y ait pas des listes qui soient représentantes uniquement de communautés. Ça se fera sous le contrôle du juge. Voilà, il y a un débat juridique qui n'est pas clos aujourd'hui là-dessus. Et c'est pas forcément, ça ne doit pas passer par une nouvelle loi comme le veut Bruno Retailleau, c'est ce que vous dites? Si c'est une loi de circonstance de dernière minute, je pense que le panel juridique aujourd'hui met à disposition des préfets et des tribunaux des moyens pour le faire. Est-ce que le groupe Union Centriste est divisé sur ces deux lois ou il y a une unité de position? Le groupe Union Centriste a une tradition de liberté de vote sur tout ce qui touche aux questions de conscience et je pense qu'on s'achemine sans doute vers une liberté de vote. Demain, les débats dans le groupe permettront sans doute de le confirmer sur ces questions-là. Ce qui nous réunit, c'est la défense de la République, de la laïcité, le fait de regarder les choses telles qu'elles sont et pas simplement d'être dans le démonstratif parfois un peu superfétatoire. Vous nous dites, je suis plus sur la ligne Larcher que sur la ligne Retailleau. Pour vous, clairement, il y a divergence, il y a deux lignes opposées entre le président du Sénat et le patron du sénateur et les Républicains? J'ai simplement noté tout à l'heure que le président du Sénat hier a souhaité réaffirmer qu'il y avait des libertés qu'il fallait défendre, y compris celle de se vêtir dans l'espace public. C'est un débat qu'on aura ici en toute sérénité, mais je pense qu'il faut savoir surtout, et c'est ce que fait souvent le président Larcher, aborder ces questions avec des valeurs, mais aussi sans vouloir aller trop dans la politique politicienne. Le Sénat est une assemblée qui sait se positionner sur les questions de fond. Oui, il y a un problème de communautarisme. Oui, il faut défendre la laïcité. Oui, on a parfois trop laissé le sentiment que la société française se diluait, mais en même temps, on ne doit pas montrer du doigt une religion et on doit le faire avec des principes du droit. Vous parliez de Gérard Larcher, on le disait, il a donné hier un entretien dans le journal du dimanche. Il dit qu'il y a un sujet à régler dans les relations avec l'islam et que ne pas le traiter serait une faute politique. Il a raison, Emmanuel Macron doit traiter ce sujet. Le président de la République et le Premier ministre ont souhaité qu'il y ait d'abord un débat au Parlement
sur les questions de frontières, sur les questions de migrants, les questions d'immigration. Et ce débat a eu lieu, je crois que c'est une bonne chose. Ensuite, vient maintenant à l'agenda les discussions que le président entame avec la religion musulmane, avec les autorités de la religion musulmane. Et puis vient cette question de la lutte du communautarisme qui a toujours été présente d'ailleurs dans le débat, malheureusement sous l'angle du terrorisme. Donc toutes ces questions sont présentes à l'agenda. Le président du Sénat est dans son rôle en mettant le curseur là-dessus et en appelant à des mesures fortes. Je rejoins là-dessus. Emmanuel Macron, ce matin, on l'entendait, disait qu'il faut être intraitable avec les lois de la République. Est-ce que pour vous, la République a été trop laxiste dans certains quartiers, dans certains territoires ? On le vit au quotidien. Il y a des endroits où, effectivement, la question se pose et où il faut réaffirmer l'autorité. Je disais tout à l'heure, l'éducation, faire confiance aux enseignants, réaffirmer que lorsque on vient à l'école de la République, on accepte des règles qui sont celles de l'égalité. Là-dessus, il faut vraiment être aux côtés de nos enseignants, des directeurs d'école en particulier. C'est vrai aussi dans tout ce qui concerne la sécurité, notamment rappeler qu'il ne doit pas y avoir de territoire perdu de la République. Ça fait partie des points qui sont majeurs pour nous, bien évidemment, mais c'est aussi tendre la main à ceux qui veulent s'intégrer et ceux qui réussissent, ne pas stigmatiser, mais réaffirmer des valeurs. Voilà, c'est une position d'équilibre que le Sénat doit défendre de mon point de vue. Allez, on va passer à un autre sujet, Vincent Capo-Canellas, c'est le budget, sujet que vous connaissez bien. Il va arriver au Sénat, mais en ce moment, c'est l'Assemblée nationale qui l'examine et elle a voté une hausse de la taxe sur les billets d'avion. On en parle avec notre journaliste parlementaire, Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Vincent Capo-Canellas. Bonjour. Alors Alex, c'est le retour de l'écotaxe, mais cette fois-ci pour les avions. Et oui, toutes les compagnies aériennes françaises vont payer cette écotaxe à partir de 2020. Et concrètement, cela va se ressentir sur le prix des billets d'avion qui vont augmenter l'année prochaine. Alors par exemple, pour les vols en classe économique, le billet d'avion devrait augmenter entre 1,50 € et 3 €. Pour les vols en classe affaires, eh bien, le billet augmentera entre 9 et 18 €. Alors cette écotaxe sur le secteur aérien devrait permettre de récolter 230 millions d'euros, une somme qui va permettre de financer les infrastructures de transport durables bénéfiques à l'environnement. Autrement dit, l'avion va payer pour le train. Alors, toutes les destinations, toutes les lignes aériennes ne vont pas payer cette écotaxe. Certains territoires enclavés où l'avion coûte déjà très cher vont être exemptés de cette taxe. C'est le cas notamment pour tous les vols à destination de la Corse, pour les vols à destination également de l'outre-mer. Et puis, normalement, les petites lignes aériennes dites lignes d'aménagement du territoire, c'est par exemple des lignes comme Paris-Aurillac, eh bien, normalement, ces petites lignes seront exemptées. C'était en tout cas une demande forte du Sénat qui a beaucoup travaillé pour préserver ces petites lignes territoriales dans le cadre notamment d'une mission d'information. Toujours est-il que le secteur aérien devrait être frappé par cette écotaxe sur les compagnies aériennes alors que 2 compagnies françaises ont déjà fait faillite récemment, XL Airways et Aigle Azur, une écotaxe qui tombe très très mal. Merci beaucoup Alex pour toutes ces explications. Vincent Capo-Canellas, est-ce qu'il faut conserver cette mesure? Est-ce qu'au Sénat, vous allez la défendre? D'abord, j'observe que c'est une mesure qui a l'allure d'une taxe environnementale et qui n'en est pas une. C'est une mesure de rendement qui va permettre à l'État de faire rentrer de l'argent pour financer autre chose. Ce n'est pas une mesure incitative. La vraie question, c'est comment on fait pour que le transport aérien se verdisse et fasse sa transition environnementale. C'est malheureusement long et difficile. Là, le gouvernement avait besoin d'argent et il a fait ce qu'il avait déjà fait, qui était une erreur auparavant, c'est-à-dire taxer et pour un objet qui n'est pas celui qui est annoncé. Parce qu'en fait, on taxe l'aérien et on va financer le ferroviaire qui est déjà assez largement, très largement subventionné et qui a ses propres difficultés. Voilà, je regrette cette mesure. Elle va à rebours de tous les sujets d'emploi, de compétitivité du transport aérien. La France a un rôle particulier dans ce domaine-là. Elle a été pionnière, elle a une vision mondiale, elle a une reconnaissance mondiale. Et malheureusement, la France perd des parts de marché. Ça vient d'être rappelé à l'instant, deux compagnies, ça fait 1700 emplois qui ont été supprimés, 2 compagnies qui tombent, c'est dramatique. XL Airways avec l'Azur, cette taxe, ça risque de fragiliser encore un peu plus les compagnies aériennes françaises pour vous? C'est une taxe qui va ajouter des surcoûts que les passagers auront à payer in fine sans doute, mais que les compagnies vont d'abord subir. Et ça va à l'encontre de l'emploi, de la compétitivité, de la connexion de la France avec le monde entier. Et il y a une forme de populisme dans cette taxe-là, je veux le dénoncer. Ça revient à clouer au pilori le transport aérien.
chacun le sait, il doit accomplir sa mutation, il faut se concentrer sur le carburant vert, le biocarburant, il faut se concentrer sur l'hydrogène, sur l'avion électrique de demain. Ce sont des solutions qui mettront 20 ans, mais il faut soutenir la filière pour qu'elle fasse ça. S'il y avait une taxe qui vienne abonder ces questions-là, biocarburant, hydrogène, avion électrique, pourquoi pas, mais là c'est une taxe de pur rendement, on prélève dans la poche du voyageur et on affaiblit les compagnies et l'emploi. Vous avez l'impression que le gouvernement tape trop sur l'avion, stigmatise trop les passagers qui prennent l'avion? Je me demande s'il n'y a pas un gilet jaune qui finalement a pris le pouvoir dans certaines têtes, parce que on en vient à être contre toute rationalité là-dessus, et j'ai entendu certaines réponses gouvernementales qui m'ont un peu étonné. De la part de qui? Madame Borne, la semaine dernière, a fait des réponses au Sénat qui étaient quand même dans un registre que j'ai trouvé limite du populisme. Il ne s'agit pas de montrer du doigt les professionnels des transports aériens qui font bien leur travail. Et je regrette qu'on en vienne là. Il faut revenir à un débat serein. J'essaierai d'y contribuer dans le cadre du débat budgétaire ici dans cette maison. Bon, en tout cas, clairement, on a bien compris, vous vous opposerez à cette mesure. Puisqu'on parle des lignes aériennes, vous avez présidé une mission d'information sur le transport aérien et l'aménagement du territoire. Et vous défendez ces lignes intérieures parce que, eh bien, pour vous, sans ces lignes intérieures, il y a un risque d'enclavement supplémentaire de certains territoires. Bien évidemment, le transport aérien et le fer ne doivent pas être opposés. Et lorsqu'on cite tout à l'heure le cas de la ligne Paris-Aurillac, on voit bien que pour aller à Aurillac en voiture, c'est quand même extrêmement compliqué. En train, il faut plus de 8 heures. Il y a beaucoup de travaux, beaucoup de difficultés là-dessus. Et donc l'aérien est le seul moyen de désenclavement réel. Voilà, le gouvernement a mis en place, par exemple, Paris-Quimper, qui est une ligne, là aussi, d'aménagement du territoire. Pour le Sud Finistère, c'est majeur. Je suis allé à Aveyron aussi avec la mission que nous avons conduite avec Josiane Coste. Et on voit bien que le monde économique et les habitants localement, sinon pas cette ligne d'aménagement du territoire, se trouveraient en très grande difficulté. Donc je pense que l'avion est complémentaire du train. Je pense qu'il faut le soutenir. Il y a une vraie difficulté par rapport à la taxe qu'on vient d'évoquer. C'est qu'il faut notifier à Bruxelles ce qui est considéré peut-être comme une aide d'État. Et donc, on ne sait pas si l'exonération qu'a annoncé le gouvernement pourra être mise en œuvre dès des mois de janvier. Et donc, ça serait extrêmement difficile. Il faut comprendre juste que sur des billets d'avion comme ça, intérieurs, la compagnie fait parfois 3 € de profit de marge sur un vol, sur un passager. Voilà, on peine à le penser. Il y a beaucoup de taxes qui s'appliquent, plus de 55% sur des vols intérieurs, donc prudence là-dessus. Défense de nos territoires, c'est aussi parfois défendre le transport aérien, parfois c'est les trains, il faut la complémentarité de tout ça. On va parler plus largement de ce budget 2020 qui est en ce moment à l'Assemblée nationale, qui arrivera au Sénat dans quelques jours. Comment vous le qualifieriez, vous, ce budget? Je dirais que c'est un budget sans grande surprise parce que l'essentiel avait été décidé dans les mesures post-Gilets jaunes et le Sénat les avait votées d'ailleurs par esprit de responsabilité. Nous nous posions la question de savoir comment le gouvernement pouvait résoudre l'équation budgétaire qui était par nature difficile. Il le fait avec sérieux, sans beaucoup d'enthousiasme. On peut dire que ce budget est un budget qui est responsable. Il y a quand même un certain nombre de difficultés qui restent. D'abord, point positif, des baisses d'impôts. Un budget qui, pour le consommateur, pour le contribuable, est plutôt positif. Attention à ne pas basculer non plus dans une politique qui serait uniquement une politique de la demande. À être trop keynésien, on finirait par s'y perdre. Mais on voit bien que les mesures qui ont été annoncées, qui soutiennent la consommation, ont un effet pro-croissance pour le pays. Donc voilà, la copie me paraît tout à fait acceptable. On aura le débat. Il sera difficile ici, dans cette Assemblée. Je pense qu'il faut surtout regarder, est-ce qu'on aurait pu faire mieux ? Et là, la réponse est vraiment très mesurée. Donc, ouvrons le débat, mais je regarde plutôt ça de manière Pourquoi vous pensez que le débat favorable. sera difficile au Sénat? Le débat sera difficile au Sénat parce que la notion de contre-pouvoir s'applique parfois un peu trop, à mon goût. Moi, je préfère qu'on soit une assemblée non alignée, qui juge les textes en toute liberté, qui soit un point d'équilibre de la société française. Et je voudrais mettre en garde sur la tentation, trop souvent, d'être un contre-pouvoir systématique. Ça n'est pas le sens des institutions et ça n'est pas le rôle du Sénat, me semble-t-il. Voilà, je pense que... C'est un message à la droite sénatoriale. Il y a trop de politique de leur part, c'est ça? Je pense qu'on ne doit pas basculer dans autre chose que ce qu'est la réalité du Sénat, qui est une chambre qui réfléchit à l'avenir, qui est pondérée, qui sait trouver des solutions pragmatiques et qui réfléchit à ce qui est bon pour nos compatriotes. C'est ça qui compte. Pour la droite, qui attaque notamment le budget sur le fait qu'il n'y a pas assez d'efforts pour baisser le déficit, pour baisser la dette, pour vous, c'est un faux procès? Ça fait partie des clignotants, inévitablement, mais à partir du moment où on a des mesures aussi importantes en matière de fiscalité, on peut difficilement réduire beaucoup le déficit. J'observe qu'on est dans les clous par rapport à Bruxelles.
tout juste. Et donc c'est un point critique. Juste, parce qu'il y a un carton jaune de la part de Pierre Moscovici qui sera là dans quelques instants, qui demande des clarifications, qui dit qu'il n'y a peut-être pas assez d'efforts structurels. C'est un point critique du budget, il faut baisser la défense. En même temps, on voit bien que dès qu'on baisse la dépense, tout le monde revendique, et donc c'est particulièrement difficile. Ça veut dire qu'il faut réfléchir aux missions de l'État, qu'il faut réfléchir à la décentralisation, aux missions de l'État, comment on peut faire maigrir l'État tout en donnant à nos compatriotes, y compris dans les territoires de banlieue ou dans les territoires les plus reculés, les plus enclavés, le service qu'ils attendent. C'est à ça qu'il faut se consacrer, me semble-t-il. Allez, on va passer à la revue de presse de votre département de la Seine-Saint-Denis, Vincent Capo-Canellas, et c'est avec Alex Poussard qui revient. Et Alex, on commence avec Le Parisien. Et oui, Le Parisien qui part à la découverte des jeunes talents de Seine-Saint-Denis avec l'opération Pose ton idée qui a été organisée ce week-end à Aulnay-sous-Bois dans le quartier des 3000. Alors le principe est simple, chaque jeune talent a 3 minutes pour présenter son projet à un jury et parmi les 12 jeunes entrepreneurs qui ont présenté leur projet ce week-end, eh bien, il y a Riyad par exemple qui fait du dessin digital, c'est-à-dire qu'en quelques minutes il peut prendre une photo, un dessin, le numériser, le styliser, en faire un logo ou tout simplement de l'art. D'autres talents également ont présenté leur projet, comme Moïse, qui est l'auteur d'un documentaire sur les habitants des quartiers, les habitants des cités, qui lui ont raconté leur quotidien, une sorte de série de portraits en documentaire. Donc très, très joli portrait, avec des projets qui ont été présentés devant le jury de ce concours, un jury qui a été bluffé par la série de projets et par toute cette palette de talents. Et notez que le gagnant de ce concours a obtenu une aide de 1 000 € pour réaliser son projet et également pour un carnet d'adresses pour se faire connaître. Et on passe au Figaro, Alex. Et oui, on parle toujours des jeunes de Seine-Saint-Denis, cette fois-ci, des jeunes décrocheurs qui ont quitté l'école mais qui ont décidé de s'accrocher et notamment d'intégrer le micro-lycée du Bourget. C'est un établissement spécialisé dédié à ces jeunes d'entre 17 et 25 ans qui ont quitté l'école et qui veulent une seconde chance scolaire. Alors ils ont quitté l'école pour diverses raisons, pas par paresse, mais notamment à cause du harcèlement, de la phobie scolaire. D'autres ont eu un accès tardif à l'école. C'est le cas de Boubacar, 22 ans. Il est arrivé en France à l'âge de 17 ans et demi. Il a d'abord fait des stages dans le secteur de la cuisine, le secteur de la plomberie. Il a entendu parler de ce micro-lycée du Bourget. Et aujourd'hui, à l'âge de 22 ans, il va passer son baccalauréat en spécialité économique et sociale. Voilà un très beau portrait à lire dans le Figaro étudiant. Merci beaucoup, Alex, pour cette revue de presse. Vous voulez réagir, monsieur le sénateur ? Le micro-lycée du Bourget est une très belle réalisation. J'ai participé aux 10 ans il y a quelques jours de ça. Il y avait des témoignages émouvants, enthousiasmants de jeunes qui ont repris goût aux études et qui ont repris une trajectoire ascendante. Voilà, ça fait partie des bonnes initiatives et ça montre aussi que dans les quartiers, dans le département de la Seine-Saint-Denis, il y a une richesse éducative et il y a des talents qui peuvent éclore. Alors on va continuer à parler de votre département, puisque jeudi, Édouard Philippe rencontrera les parlementaires de Seine-Saint-Denis, dont vous. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça va se passer ? Est-ce que vous en savez plus ? Nous avons lancé il y a un peu plus d'un an, presque un an et demi, un cri d'alarme parce que nous avons enregistré un rapport de l'Assemblée nationale qui mettait en cause les politiques de l'État, rappelait qu'il y avait finalement peu de moyens accordés à un département qui concentre beaucoup des difficultés sociales et de société de notre pays. Donc voilà, ça a été une démarche œcuménique. Tous les parlementaires de tous les bords politiques se sont réunis là-dessus. On a fait des assises, on a entendu des personnels de l'éducation, de la justice, de la police, notamment intervenir et documenter le sujet. Nous avons rencontré l'année dernière le Premier ministre. Il avait annoncé qu'il y aurait un travail intergouvernemental sur cela. Je sais que le préfet s'en est beaucoup saisi. Les deux préfets, puisqu'il y a eu 2 préfets dans l'année écoutée. Est-ce que vous avez vu les choses évoluer depuis un an, depuis votre dernière rencontre ? Nous sommes dans l'attente des mesures que le gouvernement doit annoncer. Je crois que le Premier ministre vient à Bobigny, en tout cas c'est ce qu'il nous a écrit. Donc sera un moment d'échange. En Seine-Saint-Denis, ce ne sera pas Matignon. Il y a une pression importante parce que ce département doit être considéré pour ce qu'il est, c'est-à-dire beaucoup de capacités à rebondir, mais de vraies difficultés aujourd'hui. Et lorsqu'on concentre les difficultés sociales, culturelles, éducatives, de sécurité, eh bien, il y a à côté des entreprises qui arrivent, il y a à côté de l'économie, il y a à côté des transports qui vont s'améliorer, mais il faut trouver le bon équilibre et l'action de l'État est majeure. Le Premier ministre est attendu là-dessus, je crois qu'il le sait.
Donc il vient à Bobigny, hein, vous nous l'annoncez. Est-ce que vous en savez un peu plus sur le programme? Est-ce que vous le connaissez déjà? Le préfet avait donné quelques axes de travail aux parlementaires. Je pense qu'il faut d'abord résoudre une question qui est celle de fidéliser les fonctionnaires qui viennent travailler dans l'éducation, dans la police, dans la justice. Il faut redonner un peu de dignité aussi à la justice. Quand vous regardez l'état du palais de justice à Bobigny, c'est tout de même tragique. On voit régulièrement les images lorsqu'il y a des procès un peu spectaculaires. Je pense aussi que la question des effectifs et des moyens doit se calculer un petit peu différemment. Parce que la grille d'analyse que fait l'État ailleurs s'applique difficilement à la Seine-Saint-Denis qui combine trop de difficultés en même temps. Tout ça, il y a un effet un peu exponentiel. Et donc, fidéliser les fonctionnaires, recalculer les bases de dotation budgétaire, ça fait partie des points sur lesquels le Premier ministre est attendu. Je pense qu'il saura être à l'écoute. Bon, eh bien, on suivra votre rencontre avec le Premier ministre jeudi. On a commencé cette interview en parlant de l'interview d'Emmanuel Macron sur RTL sur le communautarisme. Il s'est aussi exprimé sur la réforme des retraites. Le président de la République, il a dit « J'irai jusqu'au bout, je n'aurai aucune faiblesse, aucune complaisance ». Vous approuvez cette fermeté sur cette question ? J'ai entendu beaucoup de signaux de souplesse aussi, et donc que le président veuille réaffirmer le cap, c'est sans doute normal. Attention, ce sujet est explosif. Il faut assurer l'égalité, mais il faut assurer le financement des retraités aussi. Il y a beaucoup de mines dans ce dossier, parce que beaucoup de professions avaient constitué des régimes particuliers qu'elles ont elles-mêmes financés. Et donc, elles ne veulent pas être spoliées, et je crois que c'est bien normal. En même temps, chacun regarde sa retraite, chacun s'inquiète aussi sur le mode de calcul pour demain. Donc, qu'il y ait un temps de dialogue, c'est bien. Il faudra aussi arriver à clore ce dossier. Donc, et vous avez des doutes, on parlait d'un calendrier d'ici la fin de l'été au Parlement. Pour vous, désormais, c'est un calendrier qui ne sera plus tenu ? Je pense qu'il ne faudra pas tarder et qu'on peut laisser passer les élections municipales, mais qu'il faut vraiment qu'au printemps, cette question-là soit réglée. Jean-Paul Delevoye... Réglée, ça veut dire soit débattue au Parlement au printemps. Il me semble que tout ceci devrait être annoncé dès le printemps et voté avant l'été. Est-ce que vous la soutiendrez, cette réforme des retraites, quand elle arrivera au Parlement ? On va regarder quelle tête elle a, quelle allure elle a. Aujourd'hui, on a quelques grands principes, simplement. Il n'y a pas de raison de s'y opposer par principe. La retraite par points était une revendication des centristes au départ. Merci beaucoup. Merci Vincent Capo-Canellas d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, c'est l'heure de l'invité politique. Et c'est Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques et financières, fiscalité et douane. Il est avec nous. Nous parlerons entre autres du Brexit, du budget de la France et des perspectives économiques de l'Union européenne. Mais avant de l'entendre, on va regarder